remercie tout d'abord de m'avoir invité à clôturer ce colloque, ce qui est une lourde tâche pour moi, étant donné le niveau qui a été mis pendant toute la journée. Alors, effectivement, moi, je vais aborder une question en guise de synthèse. Alors, pour certains, je suis consciente que ce sera des redites et que vous allez trouver ça peut-être un peu scolaire. Et pour d'autres, pour les étudiants notamment qui ont du mal à aborder le droit naturel, ce sera peut-être une nouveauté sur certains aspects. Alors, mon sujet, c'est du positivisme au réalisme juridique. Vous avez bien compris qu'il est fléché et que la conclusion, vous l'avez tout de suite comprise. Il s'agit de réhabiliter, comment réhabiliter le droit naturel. Alors, le thème du colloque, le droit naturel, une ressource pour notre temps, oui, effectivement, mais une des voies pour y arriver, pour arriver à faire ressurgir, on va dire, le droit naturel, à mon sens, est celle du réalisme juridique, qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc, cette théorie du droit, pour moi, est le chemin pour revenir vers cette base dont on a parlé aujourd'hui, cette base de droit naturel. Alors, la question qu'on se pose fondamentalement, c'est en fait l'origine de la norme. En fait, si la norme elle-même est issue uniquement du processus démocratique, comme dans le positivisme, ou un phénomène social humain qui préexiste. Bon, toute la question est là, le choix du juriste, elle est fondamentale, en fait. Bon, on est habitué dans la pensée actuelle à réserver le mot droit aux normes, en fait, au droit objectif, au droit positif, avec ces deux dimensions, en fait, de cet aspect coercitif et cet aspect normatif. Bon. Mais est-ce uniquement cela, ou le droit subjectif qui serait uniquement, voilà, qui fait référence à la subjectivité, la faculté d'exiger ce droit. Mais le droit est rarement vu comme la norme, comme ce qui est juste en soi, comme ça a été évoqué abondamment. Donc l'objet de la justice, dont le rôle est de rendre à chacun ce qui lui est dû. Donc je reprendrai cette définition d'Ulpien pour revenir et savoir d'où la force, d'où la loi tire-t-elle sa légitimité et sa force obligatoire. Donc on a deux théories générales qui offrent fondamentalement deux conceptions du droit qui sont fondamentalement opposées et qu'on va reprendre en commençant par le réalisme juridique, puis par le positivisme pour y revenir. Alors, dans la perspective réaliste, la norme correspond à un droit qui lui préexiste. Mais toute la question, et cette norme préexistante, c'est à ce niveau-là que va se situer le droit naturel. Bon, tandis que dans la perspective kelsenienne, en fait, la norme tire sa légitimité du système juridique lui-même. Donc, on va penser à la démocratie procédurale de John Rawls, etc., qui prend appui sur cette théorie. Donc, en fait, je vais reprendre la définition d'Ulpien qui a été évoquée. La justice est la constante et perpétuelle volonté de donner à chacun ce qui lui est dû. Donc, on l'a entendu plusieurs fois, et de manière étonnante, je vais abandonner une partie de la formule qui est la constante et perpétuelle volonté, pour volontairement occulter la partie vertu, la partie éthique de cette définition, parce que, en fait, on va distinguer le droit et la morale. Et effectivement, le juriste ne s'intéresse pas, en premier lieu, à faire une personne vertueuse. Il s'interroge d'abord sur le bien commun, sur l'organisation, sur ce qui est le juste, c'est-à-dire donner à chacun le sien. Alors, si je reprends la définition d'Ulpien en l'amputant de cette dimension de la vertu, on a la justice et la volonté de donner à chacun ce qui lui est dû. Donc, donner à chacun ce qui lui est dû, voilà le réalisme juridique, voilà toute la définition, il n'y a pas plus. C'est en fait très simple. Et je rassure tout de suite les étudiants, le droit naturel, c'est facile en fait. Voilà, je vois les deux étudiants qui ont posé la question. C'est facile dans le sens que la formule est simple. La mise en œuvre est très difficile, effectivement, comme on l'a vu avec les avocats et les magistrats. Donc, quand on reprend cette définition à donner à chacun le sien, la question c'est le sien en fait. Qu'est-ce que le sien et qu'est-ce que donner et qu'est-ce que rendre? Voilà toute la question. Qu'est-ce que la justice? C'est ce mécanisme en fait qui rend à chacun le sien. Donc on va reprendre Ulpien qui reprend Cels, qui explique que le droit c'est l'art du bon et du juste. Il reprend donc ça, c'est le passage du Digeste. Alors la mission du juriste, elle consiste à cultiver la justice, à proclamer la connaissance du bon et du juste, à séparer le juste et l'inique, etc., le licite et l'illicite. Bon, c'est cette perspective que Aristote évoquait la justice, qui a été reprise abondamment.
Mais cette présentation de la justice, elle présente une limite dans l'ordre civil. Parce que une chose est l'ordre moral, dans laquelle la personne cherche à appliquer la vertu, et une autre est l'ordre juridique, dans laquelle c'est l'ordre juste qui est recherché, indépendamment de la vertu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de corrélation entre le droit et la morale, mais ça veut dire qu'ils répondent à des méthodes et à un objet différent. Alors, considérer la justice dans l'ordre juridico-politique comme une vertu me semble inapte à définir ce qu'elle est vraiment dans l'ordre juridique, c'est-à-dire rendre ce qui est juste dans sa dimension matérielle et objective. Donc, je vais essayer d'objectiviser la justice en la rendant matérielle, entre guillemets, en essayant de donner une définition à ces termes. Et je m'appuierai sur un auteur, Javier Evada. Donc, j'ai déposé quelques livres sur qu'est-ce que le droit, et je vois qu'il n'y en a plus, donc je vois qu'il y a eu un intérêt pour la question. Alors, je vais distinguer le droit et la morale, parce que effectivement, on peut pas se passer, enfin, on imagine mal un droit qui serait complètement déconnecté de la morale, mais l'ordre moral est l'ordre de la personne, tandis que le droit est l'ordre de la société. Donc, on l'a dit, la morale, elle oriente vers une conduite vertueuse, tandis que le droit, il recherche uniquement l'ordre social juste, indépendamment de la vertu. Tant mieux si les hommes sont vertueux, et il faut le souhaiter, mais ce n'est pas le même plan. Donc aussi, le juriste, par exemple, tend à ce que les personnes payent leurs impôts selon ce qui correspond à chacun, mais il ne s'intéresse pas de savoir si les personnes sont vertueuses ou non, même s'il peut le souhaiter. Alors, le moraliste, lui, il va essayer en premier lieu que le comportement de la personne soit vertueux et juste. Donc on voit bien qu'il y a une différence d'objet et de méthode entre le droit et la morale. Une autre différence de taille, c'est que la morale ne suppose pas l'altérité. Elle concerne le sujet lui-même et sa conscience, qui lui dicte de faire ce qui est bien et d'éviter le mal. En revanche, le droit, lui, suppose l'altérité. Il n'y a pas de droit sans altérité entre égaux. C'est pour ça qu'il n'y a pas de droit entre un humain et un animal, puisqu'on n'est pas du même ordre ontologique. Mais cette altérité, elle est nécessaire puisqu'il s'agit de rendre à l'autre ce qui est sien. Donc, on suppose un débiteur et un créditeur, personne physique ou personne morale, et une obligation avec un lien de justice entre le débiteur et le créditeur. Donc, si l'on s'en tient uniquement à la définition d'Ulpien, la justice consiste à rendre à chacun ce qui lui est dû, uniquement dans ces termes. Donc, la justice serait, la notion de justice comme vertu, on la laisse de côté, et on va garder le juste, ce qui est dû à un autre, au sein d'une relation de justice. Donc le droit, ou le tout dikaion pour Aristote, c'est la chose due en elle-même. Alors, je m'excuse d'insister sur cet aspect, mais j'insiste volontairement parce que je vais introduire désormais un auteur qui est mal connu en France ou qui est peu connu, qui est Javier Evada, que j'ai évoqué avec certaines personnes ici. Un auteur qui a été traduit il y a longtemps, dans les années 90, et publié donc, l'introduction critique au droit naturel. Alors, je vous invite à vous référer à l'ouvrage, mais malheureusement, il est épuisé, donc vous y aurez difficilement accès. Donc, une prochaine traduction est en cours, donc on espère pouvoir le publier donc, aux éditions Bollen. Voilà, tout à fait. C'est un gros travail à faire, mais qui vaut la peine parce qu'en fait, il a théorisé le droit naturel dans ces termes. Donc, je vais reprendre sa pensée qui est très intéressante. D'ailleurs, philosophe du droit qui a été aussi influencé par Maritain et Michel Villet. Donc, si l'on s'en tient à son analyse de la relation de justice, donc ça suppose que les choses sont réparties préalablement et que celui qui possède une chose la possède à un titre particulier, par nature, par convention. Donc, autrement dit, pour rendre à chacun le sien, il faut qu'il existe une chose due au préalable avec un titre. Donc, une relation de justice qui existe entre une personne qui doit et une personne qui reçoit. Et la chose due peut être de tout ordre. Alors, dans ce cas, effectivement, si on conçoit le droit de cette manière, le rôle du juge, c'est de dire le droit, de dire à qui appartient la chose. Et donc, évidemment, il ne constitue pas le droit, il ne fait que le déclarer en désignant la réalité préalable. Et là, on est dans la définition pure du réalisme juridique. On constate la réalité des choses.
On regarde la nature, un peu comme ce tableau bien connu de l'école d'Athènes de Raphaël, où on voit Aristote qui montre la réalité. Et le juriste, il est là pour montrer la réalité et pour montrer quelque chose qui lui préexiste. Et j'ai envie de dire, si le droit naturel est difficile à appréhender, et on l'a évoqué, on a entendu la difficulté, peu importe, entre guillemets, dans le sens que il sera toujours plus ou moins obscur, mais si on a le bon réflexe de regarder, d'observer, de scruter la réalité, on approchera toujours plus la justice que si on fonde la norme sur un ordre purement conventionnel et consensuel, sur un pacte, sur la volonté générale, on va dire. Donc, ce principe de réalisme, il est particulièrement important, et le rôle du juge dans le fait de rendre la justice, hein, c'est, je cite Michel Villet, il dit une phrase qui paraît évidente, mais qui ne l'est plus pour beaucoup. Le juge rend la justice, et il parle d'une doctrine à réanimer. Et en fait, cette doctrine à réanimer, pourquoi? Parce qu'en fait, rendre le juge, le juste, c'est d'abord faire acte d'humilité et de se dire, ce n'est pas moi qui crée le juste, ce n'est pas ma volonté, ce n'est pas même une volonté majoritaire, c'est la réalité elle-même des choses qu'il faut savoir regarder. Alors, et de même, hein, pour une peine en droit pénal, elle est aussi la chose due. La peine est due. Donc on rentre dans aussi voilà, cette chose due, hein, rendre, il faut l'entendre au sens large, rendre à chacun le sien, selon la définition qu'on a donnée. Rendre, tous les termes doivent être expliqués et pris au sens évidemment très large. Rendre, ça doit être pris dans le sens de distribuer, reconnaître, respecter, restituer. Donc rendre, c'est beaucoup plus que... disons que c'est beaucoup plus que rendre. C'est un mot valise, entre guillemets, dans lequel rentre beaucoup de réalité. Et rendre à chacun le sien, le ius, hein, le droit, et ben c'est un concept lui aussi polyvalent, parce qu'il peut s'agir de biens matériels comme de biens immatériels. Hein, la dignité humaine, par exemple, est un bien qui est dû. Et je pense que... Alors, je m'appuie sur cette théorie d'Hervada, parce que c'est celui qui, à mon sens, enfin pour moi en tout cas, m'a le plus parlé, m'a le plus éclairé sur la façon d'appréhender le droit naturel. Et en fait, ça me semble assez judicieux de matérialiser le rapport de justice, de rendre ce qui est dû. Le dû, c'est quoi, en fait? Parce qu'on l'extériorise nécessairement. C'est-à-dire que ce n'est plus du tout le fruit d'un consensus ou le fruit d'une volonté générale, mais quelque chose qui préexiste. Donc évidemment, ce bien, il n'appartient au sujet selon une certaine mesure et de différentes manières. Donc il va exiger un fondement, et le fondement, c'est le titre. Ce qu'il appelle le titre, c'est l'attribution de la chose au sujet. Ça peut être le contrat, la loi, le fait d'être une personne qui va donner un titre juridique. Et la mesure, c'est l'ajustement entre le dû et ce qui est donné. Et la mesure, elle va varier en fonction de critères très différents, comme la qualité, la quantité, le temps, etc. Alors je prends un exemple, par exemple, hein, deux personnes qui se mettent d'accord sur un loyer, elles vont faire varier le loyer en fonction de la durée de l'occupation, de la surface, avec des indexations de loyer, etc. Donc on voit que cette répartition, en fait, il y a une répartition des biens qui est nécessaire pour que cette théorie se soutienne, hein, puisqu'il faut un titre. Mais cette répartition des biens, c'est un fait, en fait. Hein. Les choses sont réparties. Et cette répartition, en fait, elle est en partie naturelle et en partie le fruit des juristes. Et plus spécialement, en fait, des politiques, puisque c'est les politiques qui vont attribuer, qui vont perfectionner ce titre juridique, par exemple le titre de propriété. Alors le juge, lui, interviendra lorsque les choses ont déjà été attribuées et qu'il s'agit de les restituer, quand elles ont changé de main, en fait. On prend l'exemple le plus classique du vol, où la chose est à restituer. Là, on est dans... Pourquoi est-ce qu'on la restitue? Parce qu'il y a d'abord un titre de propriété. Il y a d'abord une propriété et une chose qui doit être et la chose juste en soi, c'est la chose qui doit être rendue. Le droit, c'est l'objet même de cette relation juridique, c'est l'obligation elle-même qui passe de main en main. Alors, lorsque la chose est matérielle, elle est facile à identifier, parce que si aujourd'hui je passe ma montre à Monsieur Schmitz, eh bien, il sera bien évidemment obligé de me la rendre. Et
Alors j'espère que la chose me sera rendue, mais voilà ce qu'est la chose due. La chose due, c'est la chose elle-même en fait, et le droit, il est là. Alors sur la chose matérielle, c'est évident, sur les choses immatérielles, ça l'est moins. Parce que effectivement, en matière de responsabilité, par exemple, la réparation va être ce qui doit être dû. C'est l'autre partie de la relation. Alors, on voit que dans cette théorie du droit, enfin dans le réalisme juridique, en fait, le droit positif doit prendre en compte cette réalité préalable qu'est le droit naturel. Donc, il va être en fait une extension de ce droit naturel, une disjonction ou un complément. Il va aller plus loin, mais ça va être sa base. Et en fait, on va parler d'une unité de dérivation du droit civil par rapport au droit naturel. Et ce qui est intéressant, c'est que le droit positif, enfin, les normes objectives, sont amenées à s'inspirer, à prendre dans le droit naturel ce dont elles ont besoin, les ressources dont elles ont besoin, pour poser des lois justes. Alors, on peut distinguer deux types de normes, les normes purement techniques, je crois que ça a été évoqué dans le propos de Aude Mirkovich ce matin. Effectivement, on a des normes qui n'engagent pas de principes éthiques fondamentaux. Ces normes, rouler à droite ou rouler à gauche, peu importe, à partir du moment où lorsqu'elle est posée, on la respecte. On va parler de normes purement techniques dans ce sens. Et puis d'autres qui engagent des valeurs fondamentales et auquel cas, dans ce cas, la norme ne peut pas être absolument autonome. Elle ne peut pas dépendre uniquement du processus démocratique, c'est-à-dire de normes qui seraient votées à la majorité, parce qu'il y a un fondement justement dans la réalité. Donc le seul jeu démocratique ne suffit pas donc à déterminer ce qui est juste. Et la démocratie n'est pas donc absolument autonome. Et ce serait absolument utopique de penser qu'un État peut être neutre par rapport aux lois qu'il prend, dès que des normes éthiques sont engagées, dès que des principes éthiques sont engagés. Je pense à la famille notamment, des normes sur l'éducation, sur évidemment le mariage, mais plus largement la bioéthique, la fin de vie, le début de vie, etc. Bon, là, on est sur des sujets dans lesquels, effectivement, il y a une composante qui est, qui prend ses sources en dehors du droit. C'est pour ça que plus que de droit naturel, je pense que c'est intéressant dans le dialogue avec des personnes qui ne partagent pas cette conception du droit, de parler au moins de normes pré-politiques, de normes qui précèdent le droit et qui sont la base. Parce que là-dessus, on peut s'entendre. Alors après, on va discuter, on va parler pour savoir quelles sont ces normes pré-politiques. Mais il est absolument nécessaire, pour retrouver une base de droit naturel, de sortir du positivisme juridique. Parce que si on ne sort pas de cette impasse, il est absolument impossible, ou par accident, que le droit naturel ait une incidence sur le droit. Donc, pour reprendre, en fait, voilà, je pense que cette base, elle est importante. Et je crois qu'il ne faut pas se tromper non plus dans la conception qu'on a de la norme. Alors, je passe sur j'exposerai pas les différents types de droits naturels qu'on peut avoir, mais évidemment, je passe sur le jus naturalisme rationaliste du XVIIe, qui était fondé sur les droits humains, plus que sur l'ordre de la nature humaine, et sur le réalisme des juges qu'on peut trouver, etc., qui n'est pas du droit naturel classique. Alors, classique, la discussion a été posée ce matin, quel est le droit naturel ? Alors, la question, je pars du droit naturel sur ce qu'est la réalité, en fait, la réalité des choses. Je botte en touche parce que c'est difficile d'aller plus loin. Mais en tout cas, ça n'est pas ce droit naturel rationaliste ou purement pratique. Alors, je vais évoquer maintenant un point un peu plus litigieux, mais si je vais le faire très vite, dans le positivisme juridique. Après avoir expliqué les fondements en fait, de la loi, on va voir comment le positivisme fonde la légitimité de la loi. Donc, en fait, pour quelle scène le juste et l'injuste d'une action ou la condition de la personne devant le droit aurait comme seule référence la norme. Donc, est juste ce qui est dit par la norme, parce que c'est la norme, indépendamment de tout présupposé moral ou éthique. En fait, on va parler d'un désengagement moral de la norme. En fait, la norme n'a pas à être morale, on va dire. À partir du moment où le processus d'élaboration de la norme a été réalisé
convenablement à partir du moment où il y a eu un débat. Alors là, je ne rentrerai pas non plus dans la position dans la démocratie délibérative d'Habermas, mais qui est intéressante comme sujet, puisqu'en fait, pour lui, la loi est juste à partir du moment où elle répond à une éthique du débat rationnel. Voilà, donc là, on est vraiment dans le procéduralisme. Alors, voilà, on a aussi une autre variante, le contractualisme libéral de Rawls, dans laquelle la justice n'est rien d'autre que le résultat d'un compromis entre les individus qui s'accordent sur des principes de base pour sauvegarder leurs propres intérêts. Il parle d'un overlapping consensus, un consensus par recoupement. Donc les valeurs seraient, et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui en France quand on parle de valeurs négociées. Voilà, quand on parle de pacte républicain et de valeurs négociées, en fait, on négocie le bien, en fait. On se met d'accord sur ce qui est bien et sur ce qui ne l'est pas. Alors, dans cette perspective, ce qui est légal, en fait, serait nécessairement rationnel et licite. Voilà le danger du positivisme, c'est de nous faire croire que la loi, parce qu'elle est bien votée, parce que tout a été délibéré, parce que le processus d'élaboration a été correctement fait, en tout cas dans la forme, parce que quand on voit les comités éthiques qui influencent les lois, on se demande s'il y a réellement débat. Mais ce qui est légal serait nécessairement rationnel et licite et dépendrait uniquement de ce qui est démocratiquement décidé. Bon, donc dans les pays démocratiques, ce que dirait la majorité serait toujours juste à partir du moment où le processus d'élaboration a été respecté. Donc, si on part de ce présupposé, de cette théorie du droit, en réalité, la justice, elle est le fruit d'un processus. Elle est le fruit du processus et non d'une réalité préexistante. Et c'est là tout l'enjeu. Donc, dans le réalisme juridique, il y a quelque chose qui nous précède, qui doit être reconnu et qui doit faire partie du débat. Dans le positivisme juridique, on prend pour acquis que la majorité aura raison, en fait. Parce que, et ça c'est bien une pensée de Rousseau, c'est le contrat social, d'ailleurs il le dit, je vous cite Rousseau, donc, la volonté générale est toujours juste et tend constamment à l'utilité publique. Alors ça, c'est un résumé. C'est pourquoi elle est la règle du juste et de l'injuste. Voilà, ça, c'est tiré du contrat social. La règle du juste et de l'injuste, c'est-à-dire que la volonté générale décide de ce qui est juste, en fait. Voilà. Alors, en soi, c'est pas faux. Et effectivement, il est nécessaire de se mettre d'accord. Le processus démocratique, il est nécessaire. Le problème, c'est d'absolutiser la volonté générale, d'absolutiser le processus d'élaboration des normes, qui doit être bien fait, etc. Mais voilà, tout en gardant ce point de vue qui est ce droit préalable, ce droit pré-politique, en fait. Ces valeurs qui existent parce qu'elles existent indépendamment de tous, en fait. Et c'est la raison pour laquelle tous peuvent s'y soumettre et tous peuvent la reconnaître en conscience. Sinon, il n'y aurait pas de vivre ensemble possible. Il n'y aurait même pas d'unité possible au sein d'une nation, puisqu'il n'y aurait pas de base commune. Or, nous avons cette chance d'avoir une base commune, donc voilà, et de pouvoir la reconnaître. Donc, seul compte donc, dans le positivisme le respect du processus en tant que tel, donc le respect formel des lois. Donc, on voit que cette conception, c'est tout un système dans lequel on est actuellement, un système normatif qui est éthiquement auto-justifié, qui tourne en rond, en fait, et qui n'a pas les bases suffisantes. Alors ça, je vous renvoie à Böckenförde, un constitutionnaliste allemand, très intéressant, qui explique que nous n'avons plus actuellement que les ressources suffisantes pour soutenir en fait l'État démocratique, puisqu'en réalité, nous n'avons plus nos bases, nous sommes coupés de nos bases, en fait. Donc quand on voit qu'en fait, la légitimité de la loi, elle vient d'elle-même. Évidemment, si c'est la pensée actuelle, vous comprenez bien la difficulté à faire reconnaître le droit naturel. Nous, on est bien gentils, permettez-moi de le dire comme ça, mais de parler du droit naturel, d'évoquer toutes ces règles, etc. Mais à l'heure de la vérité, alors, les praticiens ont cette chance que de toute façon, ils la pratiquent et que de toute façon, elle inspire, quoi qu'on en dise, l'activité des juges et des avocats. Mais sur le plan théorique, faire admettre l'existence d'un droit préalable, ce n'est même plus en discussion.
Donc, la philosophie du droit, vous l'avez bien compris, c'est extrêmement important. Et voilà, vous avez eu la gentillesse d'évoquer cette revue de philosophie du droit que nous lançons. Alors, c'est une petite pierre parmi d'autres, mais moi, le sens de mon propos, ce n'est pas de vous parler de cette revue, c'est simplement vous montrer qu'il y a matière et qu'il y a une certaine résurgence de la philosophie du droit et du droit naturel. Et on le voit avec certaines activités qui sont en train de se lancer. Des publications, des colloques, mais au niveau universitaire, associatif, éditorial pour ma part. Mais en fait, on voit qu'il y a quand même un intérêt, un regain, et on ne peut se sortir que par là, puisqu'en réalité, c'est le juste. Donc, il n'y a pas d'autre issue possible. Maintenant, nous sommes très influencés en France par cette philosophie positiviste. Et en fait, on voit que dans la doctrine, on a deux courants de pensée. Hein, les auteurs se réclament de l'un ou l'autre de ces courants de pensée. Alors moi, je me suis tournée vers un juriste espagnol parce que j'ai eu la chance de le découvrir au cours d'études de droit canonique, parce que c'est un canoniste. Et en réalité, on voit que... Et puis j'avais trouvé aussi une aporie en fait, dans le droit français, parce que je n'étais pas satisfaite de ce qu'on proposait, en fait. Et il y avait très peu d'écrits. Alors, des auteurs qui s'en réclament, oui, Michel Villet, oui, mais il faut arriver à le dépasser, il faut arriver à le transmettre, et à le transmettre aussi à des étudiants en formation, ce qui n'est pas du tout évident. Alors, je ferai juste, je vois qu'on touche à la fin, je ferai peut-être une petite précision sur un point que je n'ai pas abordé, mais sur... on a évoqué ce matin le fait que le droit français était plutôt... Enfin, on sentait une présence chrétienne, enfin, l'influence chrétienne catholique dans le droit français. Alors, j'avoue que j'ai un petit peu réagi parce que, en fait, je pense que plus que catholique, elle est protestante. Parce que quand on reprend Jean Carbonnier, en fait, il se situe davantage, c'est lui qui a quand même marqué le droit privé, alors je parle pour le droit privé, en fait, on voit que il y a une certaine déconnexion de la morale. Il parle de zone de non-droit, il renvoie à la morale des parties. Et ce faisant, il s'inscrit dans un courant positiviste. Et ça, c'est intéressant parce que, alors évidemment, il n'en est pas au procéduralisme de John Rawls, mais quand même, on voit que tout ce qui affecte la dimension de la loi, qui affecte le comportement et les mœurs, est renvoyé à la sphère privée. Donc c'est à supposer que les personnes sont éduquées. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien on court à la dérive. Et il parle évidemment de zone de non-droit dans son flexible droit. Hein. Et voilà, il est positiviste par le silence, en fait, par son silence. Hein. Quand il renvoie la loi à la sphère privée, il occulte dans la loi la dimension éthique. Or, on aurait eu besoin d'un marqueur. Et sur le droit de la famille, c'est un des juristes qui a le plus influencé le droit de la famille. Et qu'est-ce qu'il propose? Il propose le relativisme. Il propose plusieurs modèles. Et à partir du moment où on part sur on ouvre la porte à l'évolution qui a suivi. Je ne dis pas qu'il l'aurait souhaité. Hein. Mais je dis qu'il y a une base théorique qui a été posée pour un droit qui était plus flexible, justement, mais qui avait certainement besoin de rigueur, de corps, on va dire, pour se structurer et pour présenter des modèles, parce qu'on oublie, je trouve qu'il oublie trop, le rôle pédagogique de la loi. Et le fait que la loi montre aussi le chemin à parcourir, enfin, montre aussi l'objectif. Alors, je vais conclure sur ces deux systèmes de pensée complètement différents. J'espère que je vous aurai présenté brièvement les deux. En fait, je voudrais simplement conclure en disant que nous avons un choix à faire. Alors le choix ici, il est visiblement fait. Je n'ai pas trop d'appréhension. Mais ceci étant, il faut le transmettre. Et je vois pour fréquenter les étudiants que c'est difficile de transmettre parce que ça suppose un temps, c'est long, c'est long. Mais il y a un choix à faire qui oriente toute la conduite professionnelle ensuite. Et ce choix, il est passionnant, il est enthousiasmant. Je crois qu'il y a des ressources qui sont à mettre en place. Et voilà, moi, pour conclure, si je peux donner un ton positif sur la philosophie du droit et le droit naturel, je dirais qu'effectivement, le droit naturel constitue
plus que jamais une ressource pour notre temps, hein, c'est une ressource essentielle. Et je nous invite, et je m'inclus dedans parce que mon effort n'est pas petit sur la matière, puisque je traduis des livres d'Hervada de l'espagnol au français, je crée une revue de philosophie du droit, etc., avec une de mes collègues ici présente. L'effort n'est pas petit pour remettre à l'ordre du jour le droit naturel. Et je vois que beaucoup de personnes, hein, dont les organisateurs de ce colloque, et puis d'autres colloques, je participais à l'Institut de France à un colloque sur François Valençon, disciple de Michel Villet, les efforts sont faits. Et en tout cas, je crois qu'il y a une relève qui arrive, hein, de juristes qui veulent redonner en fait l'aide de noblesse au droit naturel. Je crois que ça vient, que c'est un effort qui est long, qui vaut la peine et auquel on peut tous contribuer. Voilà, je vous remercie de m'avoir invité. Merci de vos propos. Il y a une question qu'on aurait envie de vous poser, c'est de nous donner quelques exemples de ces normes ou de ces règles pré-politiques auxquelles vous avez fait allusion. Parce que là, vous nous avez mis l'eau à la bouche. Est-ce que vous pourriez nous la désaltérer un peu? J'aimerais beaucoup. Alors, je crois que il y en a beaucoup qui ont été évoqués au cours de la journée. Le fait de ne pas tuer me paraît être de l'ordre de l'évidence, en fait. Mais je crois que c'est évident pour tout le monde. Et je crois que quand la question a été posée à une des tables rondes, la réaction a été immédiate. Oui, effectivement, c'est naturel, en fait. Ça coule de source. Le fait de ne pas voler coule de source. D'ailleurs, je vais récupérer ma montre, si vous me permettez. Je récupère la chose due. Voilà. Et vous voyez que on a quand même tous une réaction. Vous avez tous ri quand j'ai parlé du vol. Le vol, c'est naturel. On sait que c'est mal. Après, je reconnais que la chose n'est pas évidente. On est un peu dans le clair-obscur. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses qui le sont et d'autres qui le sont moins. Ou qui le sont moins parce que la conscience peut être obscurcie à certaines époques. Comme le fait, le cannibalisme a été évoqué. Effectivement, que même si c'est dans la conscience et même si on peut y avoir accès quand même relativement facilement, mais pas tous. Mais il ne faut pas oublier qu'on peut se tromper et que le jugement peut être erroné, et même au niveau collectif. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il existe un peuple cannibale qu'en fait le cannibalisme est bon. Il y a des choses qui sont objectives. Et effectivement, la révélation chrétienne aide, ça a été évoqué. Évidemment, c'est un raccourci, on y va pour comprendre les choses. Mais dans cette explication du droit naturel, je crois qu'il faut aller à la conscience, à l'expérience des gens, en fait. C'est assez naturel, en fait, hein, de revenir à des normes basiques.